Bonjour à tous, bienvenue dans mon deuxième podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de langue et de culture. Notre vision du monde est influencée par la langue que nous utilisons. Et moi, j'ai envie de rajouter, notre vision du monde est influencée par la langue que nous utilisons en lien avec la culture qu'on associe à cette langue. Par exemple, l'anglais est parlé dans de nombreux pays, mais notre vision du monde sera différente quand on associe l'anglais aux États-Unis ou quand on associe l'anglais au Royaume-Uni, et ainsi de suite. Pour vous parler de ce sujet, je me base sur deux articles du webzine slate.fr. Donc, le mot webzine, vous avez compris, c'est un mélange entre un magazine et le web. Donc, on utilise le terme un webzine, un magazine sur Internet. Donc, c'est tiré du webzine slate.fr. Slate, qui veut dire ardoise en français, est un magazine qui est à l'origine américain et qui avait été créé en 1996 par Michael Kinsley. Et après, il y a eu une version française du webzine qui a été créée en 2009 par des journalistes français. Ce ne sont pas des traductions de Slate version américaine ou version anglaise, c'est c'est une version française, mais sans être une traduction. Et ce sont des journalistes français qui font, ou francophones bien sûr, qui font ce magazine. Il existe aussi un Slate Afrique aussi, un Slate francophone aussi africain, qui a été créé en 2011. Donc, c'est un média euh, considéré comme plutôt progressiste qui va parler de tous les sujets d'actualité, les sujets de société, de science. Et en tout cas, dans le slate.fr, hein, version française, en général, il y a de l'écriture inclusive dans les articles. En tout cas, dans les articles que j'ai lus, j'ai souvent vu l'écriture inclusive. Alors, j'ai lu deux articles sur slate.fr. Le premier, c'est pourquoi notre personnalité évolue lorsqu'on parle une langue étrangère. Donc, je répète pour que vous puissiez le retrouver si ça vous intéresse. Pourquoi notre personnalité évolue lorsqu'on parle une langue étrangère. C'est un article qui date du 9 mars 2017. Et le second article que j'ai utilisé, c'est toujours sur le webzine slate.fr, l'incroyable influence de notre langue sur nos représentations du monde, qui date du 31 juillet 2022. L'incroyable influence de notre représentation du monde, l'incroyable influence de notre langue, pardon, sur notre représentation du monde, qui date du 31 juillet 2022. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que ça m'a beaucoup intéressée et euh, c'est des choses que j'ai pu également vivre et que vous avez pu aussi constater si vous avez vécu
longtemps dans un pays étranger. Alors, dans l'article du 9 mars 2017, pourquoi notre personnalité évolue lorsqu'on parle une langue étrangère, eh bien, on parle essentiellement des travaux de recherche de Neran Ramirez Esparza, qui est prof en psychologie sociale à l'Université du Connecticut aux États-Unis. Donc, elle a fait des travaux sur les personnes bilingues, notamment. Alors, au départ, en utilisant le conditionnel, il semblerait, conditionnel, que nos croyances, beliefs, nos croyances et nos perceptions d'une culture associée à une langue influenceraient notre comportement quand nous la parlons. C'est-à-dire ce qu'on va associer dans nos représentations à une langue va faire qu'on peut être différent quand nous parlons cette langue. Donc, un exemple, c'est moi qui donne cet exemple, ce n'est pas dans l'article, mais par exemple, les Français vont associer à l'anglais américain, à la culture des États-Unis, le côté festif, le côté divertissement, la bonne humeur, le côté business. Vous voyez, d'ailleurs, j'utilise le mot anglais business parce que tout de suite, je vais penser à la publicité, au divertissement, au côté sympa, chaleureux. Donc, ça va être, si je parle anglais aux États-Unis, oh, it's amazing, it's a great idea. So, oh, so cute. Je vais avoir une tendance à avoir un comportement que je vais associer à la culture des États-Unis. Par contre, si je parle anglais au Royaume-Uni, je vais avoir une vision plus différente, on va dire, une vision différente de celle des États-Unis. Je vais penser, bon là c'est plus ma génération, mais je vais penser aux séries avec Miss Marple et Hercule Poirot. Je vais penser aux séries anglaises où ils boivent, où les personnages boivent le thé. Il y a le tea time. Et, so, do you want a cup of tea? Yes, please. Vous voyez, ma façon de parler va être différente parce que j'associe à la langue, qui est pourtant la même, qui est l'anglais, une culture différente. Voilà, donc c'est sur ce point que la chercheuse en psychologie sociale, Neran Ramirez Esparza, a travaillé. Donc, par exemple, elle a fait passer des tests de personnalité à des Mexicano-américains en anglais et en espagnol. Donc, on peut imaginer que c'était des Américains qui étaient d'origine mexicaine, mais qui vivaient depuis très, 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 très longtemps aux États-Unis, ou même qui sont nés aux États-Unis, mais qui étaient parfaitement bilingues en espagnol et en anglais. Eh bien, en leur faisant passer ce test de personnalité, on a pu constater que les façons de répondre, les manières de répondre étaient différentes selon la langue qu'on utilisait. Donc, quand les personnes répondaient au test de personnalité
en anglais, ils étaient beaucoup plus extravertis, ils montraient plus d'extraversion, ils montraient plus d'amabilité et plus de conscience de soi quand ils répondaient en anglais. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On associe, et a priori, c'est peut-être aussi le cas des personnes d'origine mexicaine, on associe l'anglais des États-Unis à de l'extraversion, à un côté sympa, de l'amabilité, et à plus de conscience de soi, parce qu'on va beaucoup plus utiliser je, I, que peut-être dans d'autres cultures. Et bien sûr, c'était beaucoup moins le cas quand il répondait en espagnol. Donc, on associe à l'anglais des États-Unis une culture plus individualiste, où c'est plus important de s'affirmer, où l'accomplissement personnel est mis en avant, la sympathie. La sympathie, même si elle est superficielle, mais elle est importante. Alors que lorsqu'on répond en espagnol, l'espagnol associé à la culture mexicaine, eh bien, les réponses sont plus, on va dire, associées à un groupe ou à la collectivité. On va moins parler de soi, on va moins dire je, on va plus dire nous, ou on va plus parler des autres. Par exemple, au Mexique, voilà, on ne chante pas ses propres louanges. On ne va pas se mettre en avant. Donc, culturellement, on peut le retrouver dans ces tests. Ensuite, cette chercheuse, elle a demandé aux participants d'écrire une rédaction, un essai, si vous voulez, une rédaction euh, pendant 15 minutes où il fallait décrire sa personnalité. Donc, on demandait aux gens, décrivez votre personnalité. Et bien sûr, toujours avec des gens parfaitement bilingues en anglais et en espagnol. Et on a vu comment ils écrivaient ou quel était le contenu de leur rédaction selon la langue utilisée. Alors, quand ils écrivaient en espagnol, eh bien, quand on leur demandait de décrire leur personnalité, ils parlaient de leur relation avec la famille, avec les proches, relatives, avec les proches. Ils parlaient de leur passe-temps. Donc, c'est l'individu en lien avec les autres. Quand ils répondaient en anglais, ils parlaient davantage, ils parlaient plus. Hein. Davantage, c'est un synonyme de plus. Ils parlaient davantage, ils parlaient plus de leur objectif professionnel ou de leur objectif scolaire pour ceux qui étaient à l'école ou étudiants. Et ils parlaient plus de leurs activités quotidiennes, de leur routine quotidienne, de leurs activités quotidiennes. Donc, on se rend compte que on se projette à travers des valeurs culturelles de la langue. Qu'est-ce qu'on associe à cette langue, la culture qu'on associe à cette langue dans un pays donné? Bien sûr, ça pourrait être la même chose en français. Je n'ai pas la même image du français de France que du français québécois, que du français camerounais, que du français de France dans les territoires d'outre-mer, par exemple le français
en Polynésie française, je vais associer autre chose que le français de la France métropolitaine. En fait, tout ça dépend du contexte d'apprentissage. Et ça, c'est clair. En tout cas, je ne parle pas de démarche scientifique, mais je le constate pratiquement tout le temps. Vous savez, j'ai une playlist ou une liste de lecture, comme disent les Québécois, qui parle des les invités du club. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, je pose la question, comment tu te sens ou comment vous sentez-vous quand vous parlez français? Et globalement, les gens qui se sentent différents quand ils parlent le français, ce sont des gens qui ont vécu un certain temps en France ou dans un pays francophone, ou des personnes qui sont vraiment imprégnées de la culture française. Ce ne sont pas des personnes qui ont appris le français à l'école dans leur pays. Donc, ça va dépendre vraiment du contexte d'apprentissage. Si j'apprends le chinois, par exemple, le mandarin en France, à l'école, je ne vais pas avoir ce sentiment de personnalité différente quand je vais parler mandarin. Par contre, si je l'apprends directement en Chine et que je vis en Chine de nombreux mois ou plusieurs années, je vais être imprégnée de la culture et avoir le sentiment d'avoir une personnalité différente. Je vous donne mon exemple. Quand j'ai appris l'anglais à l'école, quand je parlais anglais avec d'autres Français ou avec des étrangers, je n'avais absolument pas l'impression d'être différente. Par contre, quand j'ai vécu aux États-Unis, là, j'ai constaté que ma personnalité était différente parce que j'ai associé l'anglais des États-Unis à une certaine culture, notamment d'extraversion, de liberté. Donc, pour moi, quand je parle anglais aux États-Unis, je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus extravertie. Alors, je suis déjà extravertie en France, mais par exemple, en France, je vais un petit peu me contrôler quand je parle avec les Français. Parce que tout de suite, on va me dire, Anne, mais tu fais du théâtre, tu devrais faire du cinéma tout le temps. Parce que ils considèrent dans ma culture française que je suis trop extravertie. Donc, je suis obligée de me contrôler. Quand je suis aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est complètement naturel. Personne aux États-Unis m'a dit, Anne, tu devrais faire du cinéma, tu devrais faire du théâtre. Personne. Je semble complètement naturelle, normale. Voilà. Et du coup, j'avoue que je suis encore plus extravertie qu'à mon naturel en France. Je peux dire des choses que je ne dirais jamais en France. Par exemple, dire ah, it's a great idea. Jamais je ne dirais à quelqu'un ah, mais c'est une idée géniale parce que ce serait considéré comme excessif. Ou alors, je le dirais en me moquant ou pour faire passer un message qui est sympa, pour être drôle. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, il y a eu le deuxième article de Slate.fr du 31 juillet 2022
intitulé L'incroyable influence de notre langue sur nos représentations du monde. Notre vision du monde est influencée par la langue que nous utilisons. Ça reprend ce que disait l'article du 9 mars 2017. Donc, l'article parle de plusieurs chercheurs, de plusieurs travaux. Il parle des deux anthropologues Sapir et Worf. Donc, on est au début du XXe siècle, qui parle de la relativité linguistique, hein, le concept de relativité linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire, la relativité linguistique? C'est la langue que nous parlons influence notre façon de penser et de concevoir la réalité. C'est ça la relativité linguistique. Mais les anthropologues Sapir et Worf n'ont rien inventé. C'est ce qu'explique Agnès Steuckart, qui est prof de sciences du langage à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle dit, mais ils n'ont rien découvert, hein. La relativité linguistique. Déjà au XVIIIe siècle, on a un philosophe allemand, von Humboldt, qui parlait déjà de ça. Mais déjà, cette idée était présente. Alors après, on donne des exemples qui vont montrer que, effectivement, en tout cas en partie, même faiblement, mais en tout cas ça existe, que la langue que nous parlons influence notre façon de concevoir la réalité ou que notre vision du monde est influencée par la langue que nous utilisons en association à une culture, selon notre critère, selon nos critères et selon nos critères culturels. Alors, quels exemples sont donnés dans l'article? Je ne vais pas les donner tous, mais j'en ai choisi quelques-uns. Eh bien, par exemple, on va montrer une infographie, un schéma qui va montrer la croissance d'un enfant, hein, un enfant qui grandit, to grow, un enfant qui grandit. Donc, il est bébé, après, il commence à marcher, il a un an et un an ou plus. Avant, peut-être, il se mettait à quatre pattes. Bref, on voit l'enfant grandir, le développement de l'enfant. Eh bien, si vous êtes dans une culture, par exemple, européenne, voilà, vous voyez l'évolution logique, classique d'un enfant parce que vous lisez de gauche à droite. Donc, c'est tout à fait logique de voir à gauche un petit bébé et après de voir à droite un adulte. C'est l'évolution normale de l'être humain. Mais par contre, si vous êtes dans une culture où vous lisez de droite à gauche, comme en hébreu, dans la langue hébraïque, en hébreu, si vous parlez hébreu ou arabe, eh bien, l'écriture et la lecture se fait de droite à gauche, de droite vers la gauche. Eh bien là, l'interprétation de cette infographie, de ce schéma, peut sembler vraiment morbide et lugubre parce que on se dit c'est très particulier de commencer par le côté adulte et qui va vers le bébé. Il y a un petit côté Benjamin Button. Et l'interprétation est différente. En tout cas, ça peut être choquant, une infographie de ce type. Vous voyez, c'est intéressant comment ma langue et ce que j'y associe
va influencer mon interprétation. Ensuite, il y a aussi l'influence de la grammaire liée à une langue. Par exemple, en anglais, on utilise beaucoup plus la voix active. Il donne l'exemple d'une personne. Une personne, il y a une personne et un vase, et cette personne casse le vase, et après, on voit le vase cassé. La même scène, quand vous êtes anglophone ou quand vous êtes hispanophone, peut être interprétée différemment, ou pas forcément interprétée différemment. En tout cas, vous allez faire un autre résumé de la scène selon votre langue. Donc, si vous êtes anglophone, vous aurez tendance à dire il ou elle a cassé le vase. Vous allez utiliser la voix active. Par contre, si vous êtes hispanophone, vous aurez une tendance à plus utiliser la voix passive. Le vase s'est cassé. Ce n'est pas le sujet humain qui est important, c'est le résultat, c'est le fait que le vase se soit cassé. C'est ça qui est important. On a fait aussi l'expérience avec une personne et un ballon. On va crever le ballon, hein, c'est-à-dire le ballon va éclater. Avec un crayon, on va crever le ballon et le ballon va éclater. On montre cette scène à des anglophones et à des hispanophones. Eh bien, 80% des anglophones utilisent la voix active. L'homme ou la femme a éclaté le ballon avec un crayon, tout simplement. Et il y a seulement 63% des hispanophones qui vont utiliser la voix active. Donc, 37% qui vont utiliser la voix passive pour décrire la même scène. Donc là, on parle plus de tendance, en fait. Ensuite, l'article prend l'exemple des nuances dans une langue qui n'existent pas forcément dans une autre langue. Par exemple, en russe, il y a deux façons de dire bleu. Il y aurait deux nuances de bleu. Goluboy et sini. Ça veut dire, les deux veulent dire bleu, mais c'est pas exactement le même bleu. Et on ne parle pas forcément de bleu clair ou de bleu foncé. Nous, on va dire ça, hein, c'est bleu clair, bleu foncé. Après, on peut dire le bleu mer, le bleu ciel, le bleu. On a aussi plein de nuances de bleu, mais on va rajouter un adjectif souvent pour décrire ce bleu ou un nom. Et il semblerait qu'en russe, bon, vous me direz si c'est faux, hein, mais en tout cas, c'est ce qui est dit dans l'article, qu'il y a deux façons de dire le mot bleu, sans dire bleu foncé, bleu clair, bleu ciel. Voilà. Il y a deux façons de dire bleu. Alors qu'il n'y a qu'un mot, par exemple, en anglais, blue. Et donc, on fait passer un test à des russophones et des tests à des anglophones où il y a des nuances de bleu. Eh bien, les russophones sont plus rapides à trouver la nuance de bleu que les anglophones, parce que c'est comme s'ils étaient déjà programmés à détecter ces nuances de bleu grâce à leur langue, ce qui n'est pas le cas pour des anglophones, mais j'ai envie de dire aussi pour des francophones. Je pense qu'on aurait le même résultat avec des francophones. Donc, il y a un impact de la langue sur les capacités cognitives.
Et moi, ça me fait penser aussi à un élève allemand qui est prof d'allemand et de français aux États-Unis. Et vous savez, je lui avais envoyé l'histoire de la course de grenouilles, hein, Frog Race, l'histoire de la course de grenouilles. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller dans la playlist, la liste de lecture, euh, podcast et histoire à lire et à écouter. Vous pourrez relire cette histoire. Et lui, il m'avait dit, mais tu m'as envoyé une histoire hyper féministe. C'est super féministe ton histoire. Donc c'était très très drôle sa réaction, mais ça montre bien ce qu'on est en train d'expliquer, ça illustre bien les travaux de recherche des différents chercheurs, parce que en allemand, déjà la grenouille en allemand c'est masculin. C'est ein Frosch, der Frosch, Frosch grenouille en allemand. Et donc la course de grenouille, das Froschrennen. Et dans l'histoire, parce qu'en français, une grenouille, bien sûr, c'est féminin, que ce soit une grenouille mâle ou une grenouille femelle. C'est toujours féminin. Donc dans l'histoire, il y a toujours elle au pluriel et au singulier. Mais en allemand, il n'y a pas de pluriel féminin ou masculin distinctif. C'est sie. Hein? Sie sind. Ils sont, elles sont, les deux, c'est sie. Alors qu'en français, on va dire elle au pluriel, troisième personne du pluriel au féminin elle, E-L-L-E-S, ou il au masculin, I-L-S. On distingue le genre à la troisième personne du pluriel et pas en allemand. Donc, sa perception était très intéressante parce que pour lui, c'était une histoire féministe. Parce qu'il voyait dans le texte tout le temps elle. Alors qu'en allemand, bien sûr, c'est der Frosch et c'est masculin. Voilà, donc comment l'impact de la langue peut influencer notre vision des choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, aussi l'histoire des connotations. Bah, là, en fait, c'est une histoire de connotation. La connotation de la langue va être différente dans les langues latines et le russe, où il va y avoir un genre, que lorsqu'il n'y a pas de genre. C'est un peu ce que je vous ai raconté. En fait, l'article se termine en disant qu'il y a autant de langues que d'univers cognitifs. Il y aurait 7000 univers cognitifs, mais on considère que, parce qu'il y aurait 7000 langues actuellement, mais on considère que dans 100 ans, dans un siècle, il n'y aura plus que 3500 langues, donc 3500 univers cognitifs. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé et que vous aurez envie de lire les articles de slate.fr sur le sujet. Merci d'avoir eu le courage d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour le 3e podcast. J'espère en tout cas. Au revoir.